Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous présenter comment installer un routeur I2P dans le cloud. Alors, si vous ne connaissez pas I2P, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, donc reportez-vous à ces vidéos, je mettrai les liens dans la description de celle-ci. I2P fait partie de la famille des mal nommés Darknet. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer un routeur I2P dans un cloud. Alors pourquoi faire ça? Eh bien tout simplement parce que le routeur I2P, pour qu'il soit efficace, doit tourner en permanence. Or, si vous l'installez sur votre machine personnelle, eh bien le problème c'est qu'il met du temps déjà à se synchroniser avec les autres nœuds du réseau. Il prend pas mal de ressources sur votre machine et donc redevient inefficace si vous éteignez votre machine, que vous la rallumez, etc., etc. Donc un routeur I2P, c'est bien quand il tourne en permanence. Le second avantage de faire ça, c'est que vous participez au bon fonctionnement du réseau I2P. Maintenant, si vous n'êtes pas particulièrement fan d'I2P, regardez quand même cette vidéo parce que nous allons aborder pas mal de sujets pour créer cette instance de routeur sur un cloud. Nous allons déjà parler du cloud, chose que nous n'avions pas fait jusque-là sur cette chaîne. Nous n'avons pas vraiment parlé d'utilisation de cloud, donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons également parler un peu de sécurité, puisque l'on va parler de pare-feu. On va parler également d'un système qui s'appelle Fail2Ban. Et nous allons également utiliser SSH et créer des canaux SSH pour rerouter donc des ports. Donc pas mal de sujets vont être abordés dans cette vidéo qui ne concerneront pas uniquement I2P. Donc vous risquez d'apprendre 2-3 choses que peut-être vous ne connaissez pas. Alors bien sûr, première chose, si vous ne connaissez pas I2P, commencez déjà par comprendre ce qu'est I2P et comment il fonctionne. Ensuite, eh bien, il vous faudra choisir un cloud pour héberger votre routeur I2P. Alors, je vous en propose deux, il en existe plusieurs, mais je vous en propose deux. Le premier s'appelle Linode, donc sur l'adresse linode.com, et le deuxième, qui est très connu également, c'est DigitalOcean. Alors, ce n'est pas un placement produit, je ne suis pas payé pour vous parler particulièrement de DigitalOcean ou de Linode. C'est simplement des clouds que j'apprécie par leur facilité de fonctionnement et qui ont de l'expérience dans ce domaine, donc qui sont fiables. Donc voilà, donc choisissez celui qui vous plaît le mieux, soit un autre que vous préférez, soit l'un de ces deux-là. Pour cette vidéo, je vais utiliser Linode, qui est un peu moins connu par rapport à DigitalOcean. Et je vais vous montrer qu'il est très facile d'utiliser Linode pour créer donc un serveur ou un routeur, quel qu'il soit. Donc pour créer un compte sur ces services de cloud, vous devez avoir une carte bancaire. Alors sachez que votre carte bancaire ne servira qu'à créer le compte et aucun argent ne sera prélevé sur votre compte tant que vous n'avez pas créé de service sur votre compte. Et le routeur I2P que nous allons faire ici ne vous coûtera en fait que 5 € environ par mois. C'est d'ailleurs à peu près le même tarif chez DigitalOcean ou Linode. Ils ont des tarifs quasiment identiques. Bien sûr, comme tous les services de cloud, plus vous demandez de la puissance, que ce soit au niveau de la mémoire, de la quantité au niveau du stockage sur les disques, plus bien sûr vous allez augmenter le prix. Mais pour un routeur I2P, vous n'avez pas besoin de plus de 5 € par mois, ça fonctionne très bien. Ensuite, pour réaliser ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous allez également avoir besoin de taper des lignes de commande, pas mal de lignes de commande d'ailleurs. Et vous pouvez aussi bien utiliser un terminal sous Linux, ce que je vais faire ici, puisqu'ici je suis sur Ubuntu version 22.04, mais vous pouvez également faire exactement la même chose en utilisant Windows et le PowerShell de Windows. Donc, aucun souci, les commandes sont strictement les mêmes, et donc que vous soyez sous Windows ou sous Linux, vous pourrez faire exactement la même chose. Eh bien, je vous propose maintenant de commencer. Alors, je vais commencer par fermer ces deux onglets ici. Et je vais aller donc sur le compte Linode que j'ai créé. Donc il suffit de cliquer sur le menu à gauche Linode ici, puis ensuite de cliquer sur Create Linode. La première chose à faire, c'est de choisir donc le type d'OS sur lequel vous voulez installer votre service. Alors vous voyez qu'on a un grand choix, il y a du Debian, il y a du Fedora, il y a à peu près de tout ce que l'on veut. Moi je vais prendre donc du Debian 11. Ensuite, vous allez sélectionner la région dans laquelle votre service va être installé, puisqu'il y a de multiples serveurs qui sont répartis partout dans le monde. Vous voyez qu'ici, on en a en Amérique du Nord, on en a au Canada, on en a en Europe, et également dans l'Asie du Pacifique. Alors, généralement, on essaye de prendre un serveur qui se trouve proche de son lieu d'habitation.
pour avoir un maximum de rapidité au niveau d'accès lorsqu'on a besoin d'accéder à son serveur, mais ce n'est pas une obligation. Je pourrais très bien ici le mettre au Japon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir en Europe, je vais choisir Francfort. Ensuite, et là c'est important, vous allez choisir sur quel type de machine, donc là on va choisir le matériel, sur quel type de machine va tourner votre service. Vous voyez qu'ici on a plusieurs onglets, on a Dedicated CPU, donc ça c'est vraiment quand vous avez besoin d'un peu plus de puissance, donc vous allez avoir un processeur qui va vous être dédié, une machine qui va être dédiée à votre service. Mais ici ce que l'on veut, eh bien, c'est diminuer le coût, parce que ici vous voyez que dès le premier tarif, on est déjà à 30 € par mois. Ce que je vais faire, c'est Shared CPU, c'est-à-dire que là, vous partagez la puissance d'un processeur avec d'autres utilisateurs de ce cloud. Et en mutualisant donc la puissance du CPU, eh bien tout de suite, on arrive à des tarifs beaucoup plus intéressants, puisque vous voyez qu'ici, on tombe à 5 € par mois. Et on a une mémoire de 1 Go et une capacité de stockage qui est de 25 Go sur le disque. Également, on a des quotas de transfert. Vous voyez Network in, Network out, donc en entrée et en sortie. Donc en sortie, on a 1 gigabit par seconde et 40 gigabits par seconde en entrée. Voilà, donc ça c'est des quotas qui, une fois qu'ils sont dépassés, eh bien, il n'y a plus rien qui passe sur le réseau pour votre service. Donc faire attention à ça, parce que cela peut couper votre service si le quota est dépassé. Bien sûr, vous pouvez mettre plus d'argent pour avoir des quotas supérieurs. Donc je vais choisir le plus petit, parce que je veux un petit budget, donc 5 $, donc environ par mois. Et je vais continuer de descendre pour voir un petit peu le reste des paramètres. Alors ici, on me demande de donner un nom à ce service. Je vais l'appeler tout simplement I2P routeur. Je peux mettre des tags, si j'ai des centaines de services installés, je peux mettre des tags qui vont me permettre de retrouver facilement ce service. Alors ici, nous allons mettre le mot de passe root. C'est le mot de passe qui va donc permettre d'accéder à l'aide du terminal au rôle administrateur, le rôle root de notre machine Debian. Alors, ici, nous allons mettre un mot de passe fort. Ensuite, eh bien, pour le reste, on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit, ni de VLAN, ni de backup, ni de private IP. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. Donc ici maintenant, on clique simplement sur Create les nodes et notre machine est en train d'être installée et créée pour nous. Ça prend généralement quelques minutes et elle sera opérationnelle. Voilà, notre machine a démarré. Vous voyez qu'il y a marqué Running ici avec un point vert, donc tout est bon de ce côté-là. Nous allons maintenant pouvoir lancer la console en cliquant ici sur Launch Leash Console. Donc je clique sur ce bouton. Nous avons une autre fenêtre qui s'ouvre. Et je vais donc m'identifier sur cette machine en tapant root et en tapant mon mot de passe. Donc la première chose que je vais faire, c'est ajouter un utilisateur que je vais appeler I2P user, mais vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ici, moi, je vais l'appeler I2P user. Donc, je vais lui mettre un mot de passe. Alors, bien sûr, inutile de vous dire que le mot de passe doit être fort, puisque ça permet d'accéder à la totalité de votre machine. Donc, vous devez mettre, bien sûr, des majuscules, des minuscules, des chiffres, au moins un caractère spécial, c'est-à-dire un point d'exclamation, un point d'interrogation, une dièse, ce que vous voulez. Et au moins que ça fasse 12 caractères en moyenne, plus si vous pouvez. Pour le nom, bon, on s'en fiche un petit peu, on est obligé de mettre rien du tout, donc c'est ce que je vais faire, je ne vais rien mettre du tout, et je vais dire oui. Voilà, donc là, nous avons créé notre utilisateur. Maintenant, vous le savez peut-être ou pas, lorsqu'on utilise bien sûr des machines sous Debian ou sous Ubuntu, on utilise la commande sudo pour pouvoir avoir des accès administrateurs en utilisant un autre utilisateur que root. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais ici éditer avec vi sudo les paramètres de sudo. Vous voyez qu'ici nous avons notre utilisateur root. Je vais rajouter donc mon utilisateur I2P user et je vais lui donner pour le moment uniquement la même chose que le root.
Donc strictement la même chose, donc il aura les mêmes autorisations que root. Je fais CTRL X et je fais Y, je valide. Donc maintenant je peux utiliser sudo pour l'utilisateur I2P. Donc maintenant je vais utiliser ma machine cliente, donc qui est sous Ubuntu, pour me connecter à ma machine Debian qui se trouve dans le cloud. Vous voyez qu'elle a sa propre adresse IP ici. Et vous voyez qu'ici, on nous propose la commande SSH root avec son adresse IP pour pouvoir se connecter. Donc je vais faire un copier ici. Et je vais aller maintenant sur mon terminal. On va zoomer un petit peu. Et je vais faire coller. Sauf que je ne vais pas utiliser root, mais je vais utiliser l'utilisateur que j'ai créé qui s'appelle i2p user. Il me demande si j'accepte cette clé SSH, je dis yes. Il me demande bien sûr le mot de passe que j'ai mis pour i2p user. Et voilà, vous voyez que maintenant je ne suis plus sur Eric, mais je suis sur i2p user. Donc ici je suis sur la console de ma machine qui se trouve dans le cloud. Et je vais donc pouvoir commencer à la configurer. Donc la première chose que je vais faire, c'est la mettre à jour. Donc je vais faire sudo apt update, sudo apt upgrade, et je vais lui dire que je veux qu'il accepte, parce que vous savez que bien souvent il demande est-ce que vous voulez continuer, oui, non, etc. Donc là, je lui dis systématiquement réponds oui à toutes les questions. Alors, il me redemande le mot de passe. Et il va commencer à mettre à jour ma machine. Voilà, ma machine est à jour. Maintenant, je vais commencer à installer deux choses dont j'ai besoin. La première chose, c'est un pare-feu. Donc, sudo apt install ufw. Donc ça, c'est le pare-feu. Et j'ai besoin également de fail2ban. Alors, fail2ban, on va en reparler dans quelques minutes, mais fail2ban va vous permettre, en fait, d'empêcher les attaques par brute force, c'est-à-dire quelqu'un qui essayerait plusieurs fois différents mots de passe pour essayer de rentrer sur votre compte SSH ou autre d'ailleurs. Donc on va utiliser fail2ban pour protéger notre serveur. Et là encore, je lui dis yes pour qu'il accepte toutes mes demandes. Ok, on va faire un petit peu le ménage. Et puis, on va tout de suite démarrer fail2ban. Donc on va dire enable fail2ban. Et ensuite, on va lui dire, start fail2ban. Donc c'est un service qui tourne en arrière-plan et je vais lui demander de démarrer ce service dès maintenant. On va configurer le service un petit peu plus tard. Maintenant, nous allons voir également la sécurité au niveau de SSH. Je vais changer la sécurité de SSH en faisant etc ssh sshd-config. Donc ce que je vais faire, c'est changer le port par défaut de SSH, qui est le port 22, et qui est donc un port qui est ouvert sur le pare-feu. Mais moi, je préfère utiliser un autre port. C'est une habitude qu'il faut prendre. Il faut éviter d'utiliser les ports par défaut, quels que soient les services que vous utilisez à distance. Parce que bien sûr, ce sont des ports qui sont scannés par les personnes qui cherchent à vous hacker. Donc évitez les ports par défaut, changez toujours les ports par défaut, quels que soient les services, c'est toujours une bonne idée. Donc, moi je vais mettre ici 45-45, mais vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Attention cependant à certains ports qui peuvent être réservés, mais ici, si vous êtes sur des ports au-delà de 3000, entre 3000 et 9000, vous devriez tomber sans problème sur des ports qui ne sont pas particulièrement réservés. Ensuite, également, je vais regarder. Nous avons ici permit root login yes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous autorisez la connexion SSH sur l'utilisateur root, c'est-à-dire l'utilisateur administrateur. On ne veut absolument pas ça. On ne veut pas que ce soit possible à distance, que l'on ne puisse pas utiliser root à distance. Voilà, ça c'est une petite configuration qui permet déjà d'améliorer la sécurité de notre serveur. Maintenant que j'ai changé sa configuration, je dois le relancer, le recharger à nouveau.
Donc je fais systemctl reload SSH. Alors ici j'utilise systemctl, mais vous pouvez très bien utiliser service, hein, vous faites service SSH reload par exemple, ça marche aussi. Très bien, maintenant nous allons paramétrer notre pare-feu et nous allons voir quels sont les ports que l'on doit ouvrir. Alors, eh bien, le premier port que je dois ouvrir, eh bien, c'est celui de SSH, parce que là, comme je viens de changer le port par défaut, forcément, le port 4545 n'est pas ouvert, donc j'ai tout intérêt à l'ouvrir. Donc, je fais sudo ufw et je dis hello 4545. Vous voyez qu'il m'a dit que la règle a été ajoutée au pare-feu. Maintenant, quels sont les ports que j'ai besoin d'ouvrir pour I2P ? Alors ça va dépendre des services que vous allez utiliser sur I2P. Il se trouve que dans la documentation de I2P, vous avez en fait une liste de ports qui vous est donnée. Donc les ports principaux qui doivent être ouverts sont 7657 pour accéder à la console de I2P. Ensuite, si vous souhaitez aller sur des sites de I2P, c'est le port 4445 et 4444. Mais vous voyez par exemple que si vous voulez utiliser par exemple des chats de type IRC, eh bien vous devriez ouvrir ces ports-là. Alors on ne va pas les ouvrir parce que nous on ne va pas utiliser IRC, mais si vous aviez besoin d'utiliser IRC, eh bien vous pouvez ouvrir ces ports-là. Voilà, donc nous on a simplement besoin d'ouvrir 3 ports, pas plus. Donc allons-y, nous allons faire sudo ufw hello 7657, donc pour la console I2P. Sudo ufw hello 4444 pour les sites et 4445 pour les sites en HTTPS. Ensuite, eh bien, on va lui dire, pour tout le reste, tu fermes tous les ports. Donc sudo ufw, par défaut, tu refuses toutes les autres connexions sur tous les autres ports. Et bien maintenant, je peux activer mon pare-feu. Sudo ufw enable. Alors attention de bien avoir paramétré vos ports, en particulier celui de SSH, parce que sinon vous allez vous mettre dehors vous-même. Si vous avez oublié d'ouvrir ici le port 4545 et que vous activez votre pare-feu, eh bien, vous n'allez plus pouvoir vous connecter. Donc à ce moment-là, vous devrez retourner sur la console qui se trouve sur l'inode et vous reconnecter avec root pour pouvoir corriger l'erreur que vous avez faite. Donc attention de ne pas vous mettre tout seul à la porte, de bien vérifier que vous avez bien ouvert tous les bons ports avant d'activer votre pare-feu. Ok, et maintenant je vais faire exit. Donc ici, vous voyez que je viens de fermer ma connexion et je vais vérifier que malgré que j'ai activé le pare-feu, j'arrive bien encore à me connecter à mon serveur. Donc ce que je fais, c'est SSH. Alors, je vais essayer de retrouver... Voilà, c'est celui-ci. Mais là, je vais spécifier le port, c'est-à-dire je vais faire -P et je vais indiquer que je prends le port 4545. Et vous voyez que j'arrive à me connecter sans problème avec le port 4545. Bien, intéressons-nous maintenant à Fail2ban. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà aller dans le dossier de Fail2ban qui se trouve dans etc. Fail2ban. Et nous allons voir ce qu'il y a dans ce dossier. Vous voyez qu'il y a pas mal de fichiers et il y en a un qui nous intéresse en particulier, c'est gelconf, ici. Alors, ça, c'est la configuration par défaut. Mais le problème, c'est qu'en cas d'une mise à jour, cette configuration peut être écrasée. Donc, ce qu'il faut que l'on fasse, c'est que l'on fasse sa propre configuration pour ne pas risquer qu'elle soit écrasée lors d'une mise à jour. Donc, c'est très simple. On va copier la configuration existante, c'est-à-dire gelconf, et on va créer un fichier qui s'appelle gellocal. Et donc, c'est le point local qui sera pris par défaut au lieu du point conf. Et bien sûr, j'ai oublié de taper sudo, ce qui fait qu'il ne m'a pas autorisé à le faire. Voilà qui est fait. Et bien maintenant, je vais, toujours en utilisant sudo, éditer ce fichier point local et on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans.
Donc, je vous rappelle ce que fait fail2ban. fail2ban permet de bloquer, de bannir un utilisateur pendant une période donnée s'il détecte que plusieurs fois des mots de passe erronés ont été tapés. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de choses dans ce fichier. Et nous avons ce que l'on appelle dedans des jails, donc des prisons, on peut dire ça comme ça. Et vous voyez qu'ici, on a déjà ici quelque chose qui est pour le SSH. Donc, je vais enlever les dièses qui sont devant. Je vais dire Enabled True, puisque je vais activer ce jail. Je vais dire que le port que j'utilise, c'est le 4545. Je vais dire que l'action, eh bien, j'utilise UFW, donc je vais dire que l'action, c'est UFW. Donc, il va changer, il va utiliser UFW, en fait, pour bloquer les ports. Ensuite, on peut indiquer un fichier dans lequel il y aura en fait les logs de ce qui s'est passé. Hein. Comme ça, si vous voulez aller voir si quelqu'un a essayé de rentrer sur votre machine sans autorisation, eh bien, vous pouvez créer un fichier. Alors ici, je vais mettre, vous pouvez créer n'importe quel type de fichier, hein, mais je peux mettre par exemple sshd.log par exemple. Donc ça va créer ce fichier dans cet endroit-là. Ensuite, on va indiquer 3 paramètres. Le premier, c'est find time. Et je vais mettre 600. 600, en fait, ça représente 10 minutes. Hein, c'est 600 secondes. Je vais dire max try. Pardon, max retry. Et je vais dire 3. Et je vais dire ban time. 600 également. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une personne, dans une période de 10 minutes, se trompe 3 fois de mot de passe, elle sera bannie pendant 10 minutes. Donc, find time, c'est les 10 minutes pendant lesquelles la personne peut se tromper de mot de passe. Max retry, ça sera le maximum de fois qu'elle a le droit de se tromper. Et ban time, c'est le temps qu'elle sera bannie si elle se trompe 3 fois pendant les 10 minutes. Voilà qui permettra de sécuriser grâce à fail2ban notre connexion SSH. Donc je fais CTRL-X, CTRL-Y et je valide. Maintenant, comme j'ai changé la configuration, eh bien je vais devoir redémarrer mon service. Donc je fais sudo systemctl restart fail2ban. Voilà qui est fait. Bien maintenant, je vous propose d'installer i2p. Alors, la première chose que je vais faire, eh bien, c'est ajouter un dépôt, c'est-à-dire le dépôt d'i2p pour pouvoir l'installer. Donc, je fais sudo nano etc apt source list. Et je vais donc ajouter, je vais faire un petit commentaire pour me rappeler ce que c'est, je vais dire que c'est i2p. Et je vais donc ajouter le dépôt de i2p. Alors, deb http deb.i2p2.no et donc c'est stablemane bien sûr. Et enfin deb src http et là c'est strictement la même adresse deb i2p2.no et bien sûr stablemane de la même façon. Je fais CTRL-X, Y, et voilà, j'ai ajouté mon dépôt. Je vais maintenant récupérer la clé qui sécurise le dépôt d'i2p. Donc je fais wget https. Je mettrai bien sûr tous ces liens dans la description de la vidéo. Get i2p.net statique i2p debian repo qui ask. Voilà, c'est un peu long, mais normalement ça doit fonctionner. Ah, j'ai peut-être oublié de faire sudo. Voilà,
c'est beaucoup mieux. Donc vous voyez qu'ici, la clé a été téléchargée. Si je fais ls, je devrais la retrouver. Vous voyez, on la voit très bien ici, i2p debian repo key ask. Et je vais donc maintenant ajouter cette clé à mon système avec sudo apt key add et bien sûr i2p debian repo key ask, donc le fichier que je viens de télécharger. Ah, et je vois que j'ai oublié en fait d'installer GNU-PG, donc je vais corriger cette erreur tout de suite. Sudo apt install GNU-PG. Oui. Voilà qui est fait. Petite erreur. Et nous allons recommencer. Voilà. Alors, oui, je sais bien, ce n'est pas bien d'utiliser apt-key. Normalement, je devrais aller créer mon propre fichier dans Trusted GPGD en utilisant curl, etc., etc. Mais là, étant donné que je n'ai qu'une seule clé à importer, bon, bref, j'ai pas trop envie de m'embêter et apt-key fera très bien l'affaire. Et maintenant, eh bien, on va concrètement installer i2p sur notre machine Debian. D'abord, je vais faire un sudo apt update pour que le dépôt que j'ai ajouté tout à l'heure dans source list soit pris en compte. Et je vais faire sudo apt install i2p keyring et je vais rajouter yes derrière. Et l'installation de i2p commence. Alors ça prend quelques minutes, ça dépend de votre débit sur votre machine Debian. Voilà, i2p est installé désormais sur la machine. Maintenant, je vais configurer i2p. Donc je vais faire sudo dpkg reconfigure i2p. Alors, il va me poser quelques questions. La première, c'est est-ce que i2p doit démarrer lorsque la machine démarre? La réponse est oui. Ce qui permet, lorsque vous allez redémarrer la machine, de ne pas vous demander si i2p est démarré ou pas. Dès que vous démarrez la machine, i2p démarre également. Alors ici, on ne change rien. On laisse comme c'est, on dit OK. Alors ici, nous avons vu que nous avions à peu près donc 1 Go de mémoire RAM. Donc on peut ici augmenter la mémoire. On va dire qu'on va prendre 500, la moitié de ce qui est disponible normalement. Et ça devrait passer sans problème. Alors là, il nous demande si le service i2p devrait être isolé, confiné avec à part mort. Pas de problème, on va dire oui, c'est une sécurité supplémentaire. Et voilà, i2p a été reconfiguré pour cette machine. Bien, et bien maintenant, nous allons nous déconnecter de notre machine. Et nous allons pouvoir tester si notre routeur i2p fonctionne et si nous pouvons accéder déjà à la console. Alors je reprends ma commande SSH de tout à l'heure qui permettait donc de se connecter à ma machine et je vais la modifier. Je vais mettre le paramètre L et en fait je vais créer un canal qui va rerouter les ports de ma machine cliente vers les ports de ma machine Debian. Donc je vais lui dire tous les appels sur le port 7657 en local, donc l'adresse IP de votre machine locale est représentée ici par 127.0.0.1, donc la machine ici qui est Ubuntu, port 7657. Je vais lui dire, eh bien, tu me reroutes tout ça sur la machine Debian connectée avec le port 4545. Donc ici, on crée un canal SSH et on reroute le port 7657 de la machine locale vers la machine qui se trouve dans le cloud. Je tape mon mot de passe, donc de i2p user. Et maintenant, eh bien, je vais tester si j'arrive à accéder à ma console. Alors, je vais donc taper l'adresse 127.0.0.1 et le port 7657. Et regardez, nous accédons sans problème à notre routeur. Donc si vous en êtes arrivé là, bravo, c'est une première victoire. Ça veut dire que vous avez parfaitement configuré votre pare-feu et que tout fonctionne comme prévu. Donc nous allons commencer la configuration. Donc ici je vais choisir de préférence la langue française. Je vais faire Next. Je vais laisser en clair. Mais pour ceux qui sont amoureux du dark mode, vous avez bien sûr le mode sombre. Alors ici, on va lui demander de tester la bande passante. Alors vous allez voir que
eh bien, il va nous montrer qu'on a quand même pas mal de bandes passantes disponibles. Voilà, il a fini son petit test, on va faire suivant. Et vous voyez qu'ici, il nous propose donc 17 401 kHz, 17 070 en sortie, et de partager à 80% donc ce routeur. Étant donné qu'ici on est sur un serveur et qu'on a un quota, on va un petit peu lui calmer ses ardeurs. Je vais descendre un peu ces valeurs ici. Et je vais dire que je partage à 90%, puisque mon objectif ici, eh bien, c'est d'apporter mon soutien au réseau I2P, donc je partage un maximum mon routeur. Ah, bien sûr, vous pouvez changer ces valeurs, hein, si vous voulez balancer de la bande passante à fond, eh bien, faites-vous plaisir. Mais attention, dès que le quota sera dépassé au niveau de votre serveur, vous perdrez la connexion. Je fais suivant, et je fais terminer. Et je vais donc maintenant accéder à ma console Home, et vous voyez que ça fonctionne parfaitement bien. Bien maintenant, ce que nous allons faire, c'est aller dans la configuration, parce que nous avons besoin quand même d'aller voir ce qui se passe au niveau du réseau. Donc on va cliquer ici sur réseau, et ce qui nous intéresse, c'est le port qui a été choisi par I2P, et ça on ne peut pas le savoir à l'avance, puisque c'est un port qui est aléatoire. Et nous allons devoir ouvrir ce port également sur notre pare-feu pour s'assurer qu'il passe bien à travers notre pare-feu. Et ici, c'est le port 25598. Donc ça, je peux le noter. Et je peux retourner ici sur ma console et faire sudo ufw hello 25 598. Alors pour vous, ce sera certainement autre chose, puisque c'est un port qui est choisi aléatoirement par I2P. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est aller dans Tunnel. Alors comme ici vous êtes sur un serveur cloud, vous n'avez pas à vous inquiéter des ressources qui vont être consommées. À part bien sûr la bande passante, mais vous savez que les ressources sont déjà configurées sur votre machine dans le cloud, et donc ça ne risque pas de ralentir votre machine personnelle, votre machine cliente. Donc du coup, eh bien, on peut mettre tout ça à fond, on ne va pas se gêner, on va mettre tout ça à fond pour que ça fonctionne à plein régime. Donc 4 sauts, 2 sauts, 6 sauts et 3. Voilà. Pour ce qui est du client, on ne touche rien, on laisse comme ça, et je fais enregistrer les changements. Alors bien sûr, on a plein d'avertissements en rouge qui nous disent « Ah, attention, ça risque d'être très long, ça risque de poser des problèmes ». Laissez comme ça, ça ne pose pas de problème, puisque de toute façon, ce n'est pas sur votre machine. Bien, maintenant nous avons juste une petite modification encore à faire pour améliorer notre sécurité. Je vais de nouveau modifier les accès de sudo. Mais cette fois-ci, je vais changer les droits d'accès de I2P User. Je ne vais pas mettre All ici. Ici, je vais lui dire qu'il n'a accès que au service I2P. Alors, on va mettre un astérisque pour dire que c'est n'importe quelle commande. Ça peut être restart, reload, etc. Il a accès à toutes les commandes du service I2P. Et puis également, il a accès au service apt qui permet de faire donc des mises à jour. Et c'est tout. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est qu'une fois que vous avez fini tous vos petits paramètres, eh bien, c'est de redémarrer votre machine Debian sur votre cloud. Donc vous l'arrêtez et vous la redémarrez, de façon à vous assurer que tout rentre dans l'ordre une fois redémarré. Maintenant, on va paramétrer notre Firefox. Donc je vais retourner déjà au niveau de la console Home. Et vous voyez qu'ici, je peux par exemple aller sur des sites I2P. Sauf que là, si je clique, eh bien, je n'arriverai pas à aller voir ce site I2P ici. Parce que je dois d'abord paramétrer Firefox pour que ce soit possible. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, je vais aller dans les paramètres. Dans l'onglet général, je vais aller au niveau du réseau ici, paramètres réseau. Je clique sur paramètres et je vais lui dire que je vais utiliser un proxy. Ce proxy, eh bien, c'est votre machine locale, donc c'est 127.0.0.1. Le port, c'est 4444. Et
Pareil pour l'HTTPS, sauf que c'est le port 4445. Normalement, nous n'avons plus besoin ici de mettre localhost ou 127.0.0.1, puisque vous voyez qu'ici il est marqué les connexions localhost 127 et 1 ne passent jamais par un proxy. Donc, pas besoin de le faire normalement, tout se passe bien de ce côté-là. Ensuite, j'ai besoin également d'aller dans About Config. Alors vous avez un avertissement, vous dites oui, je veux continuer. Et nous allons changer un paramètre dans Firefox qui s'appelle media.peer connection .ice.proxy. Proxy only, c'est celui-ci. Et vous allez le passer en cliquant ici sur True. Voilà, donc Media, Peer Connection, Ice Proxy Only, True. Voilà, c'est tout pour le paramétrage. Mais le problème ici que nous avons, c'est que l'on ne peut toujours pas aller sur les sites I2P. Pourquoi? Parce que nous n'avons routé ici que le port 6757 avec notre canal SSH. Donc, on va faire Exit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma commande de tout à l'heure, mais je vais rajouter un port. Je vais par exemple refaire le paramètre L et lui dire que maintenant je veux également le port 444, toujours sur 127.0.0.1, 2.4444 et toujours sur notre même serveur avec le port 4545. Donc là maintenant, on a à la fois le port qui permet d'accéder à la console et le port qui permet d'accéder donc au site I2P. Et donc, vous pouvez rajouter autant de L avec les ports dont vous avez besoin, suivant les services auxquels vous pouvez accéder. Voilà, maintenant, on devrait pouvoir accéder au site I2P. Donc, je vais cliquer par exemple sur celui-ci. Et on va voir si nous accédons au site I2P ou pas. Et vous voyez que sans problème, on y accède, ça fonctionne à merveille. Alors, je vous rappelle bien sûr que si vous voulez aller voir d'autres sites qui se trouvent sur I2P, vous avez le carnet d'adresses qui est ici. Vous allez généralement dans routeurs, qui sont le carnet d'adresse général, où vous allez trouver plein de sites I2P qui sont déjà préenregistrés. Vous verrez qu'il y a certains sites I2P qui vous proposent d'autres listes de sites internet I2P, donc allez visiter ces sites donc, pour aller trouver encore d'autres sites qu'il est possible de visiter. Ensuite, vous pourrez vous créer votre propre carnet d'adresse, puisque vous avez le système local ici ou même privé qui vous permet, privé c'est carrément des sites donc, que vous allez pouvoir enregistrer pour vous-même et qui ne sera pas partagé avec les autres. Et local, ce sera des sites que vous aurez enregistrés pour vous-même mais qui sera partagé également avec les autres. Voilà. Mais ça, ce sont des choses que j'explique déjà dans les précédentes vidéos que j'ai fait concernant I2P. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.